Bonsoir, bienvenue à tous. Bonsoir. Bonsoir à Bonsoir à tous. tous. Bonsoir, merci pour votre présence. Bonsoir, on va attendre que les participants arrivent tranquillement. Bonsoir, merci pour votre présence. N'hésitez pas à poser vos questions pendant tout le webinaire. Fanny et Cyril y répondront à la fin du webinaire pour prendre plus de temps avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Posez vos questions tout au long du webinaire dans le chat. On y répondra à la fin avec plaisir. Bonsoir Bonsoir. à tous. On va attendre une ou Euh, deux minutes encore que tout le monde arrive. euh, Bonsoir, merci pour votre présence. N'hésitez pas à participer dans le chat pour ceux qui viennent d'arriver. Vous posez vos questions pendant tout le long et nous y répondrons à la fin. À la fin du webinaire, hein, on prendra le temps de répondre à vos Bonsoir. questions. Bonsoir tout le monde. On va commencer à Bah là, dans 2 minutes, on attend 19h05. 2 minutes. Voilà, Allez, à 19h05, 19h05, on on commence. commence. Allez chercher un verre d'eau si vous voulez. Un petit calepin pour prendre des notes durant tout le webinaire. Ça peut, euh, Ça peut vous aider à réfléchir à votre cabinet et poser vos questions tout au long du webinaire. Et si, on va aller voilà. Oui. On attend les derniers participants et on va bientôt commencer. Allez, encore une minute, le temps Et d'arriver, on va y le aller. temps de s'installer, de se mettre à l'aise, de se rafraîchir. Bonsoir aux nouveaux arrivés. Tac. Ah oui, ça continue d'arriver. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence. Nous allons bientôt commencer. Allez, 19h05, on est parti? C'est Allez, parti. parti. À vous. Ça marche. Chloé, t'as appuyé sur enregistrement, c'est bon? Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Ben, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Ça va diminuer normalement en fin de semaine. On va parler ce soir. On va prendre à peu près 45 minutes pour parler de trésorerie, parce que c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé dans les cabinets dentaires. Et quelquefois, on comprend pas trop pourquoi on n'a pas trop de trésorerie, pourquoi on est un peu limite à la banque, voire carrément dans le rouge à la banque, alors que des fois, l'expert comptable nous dit qu'on a fait une super année ou qu'on a regardé notre chiffre d'affaires et qu'on a fait un bon chiffre d'affaires, mais que bah, le compte en banque n'est pas dans le vert. En tout cas, pas autant qu'on espérait, voire des fois carrément dans le rouge. Donc, ce dont on va parler ce soir, on va avoir 5 blocs qui va être d'abord, qu'est-ce que la trésorerie? Une définition qu'on n'a jamais apprise parce qu'en fait, c'est quelque chose n'apprend pas à la fac. Donc, on verra ça. Qu'est-ce que la trésorerie? Le deuxième bloc, ça va être la différence entre la trésorerie et le résultat net. Pourquoi mon compte en banque est dans le rouge et que j'arrive pas à payer l'URSSAF,
alors que mon expert comptable me dit que j'ai fait plus 75 000 euros de résultat net. Il y a un truc que je ne comprends pas et on va vous expliquer tout ça. Ensuite, on va vous donner des tips pour améliorer votre trésorerie, voir les leviers structurels à activer dans votre cabinet que vous allez pouvoir mettre en place pour améliorer la trésorerie rapidement. Donc, on verra les 3 actions à mettre en place maintenant, c'est le 4e bloc. Et pour ceux qui ont déjà de la trésorerie ou pour ceux qui vont faire de la trésorerie, on verra comment placer la trésorerie excédentaire, combien il nous faut de trésorerie pour être confortable et pas stressé. Et puis quand on en a plus, qu'est-ce qu'on fait avec cette trésorerie-là? Donc, ce que je vous racontais au départ, c'est qu'un cabinet peut être rentable, mais il peut mourir par manque de trésorerie. Votre expert comptable peut vous dire, vous avez fait un super résultat, mais vous êtes toujours harcelé par la banque parce que votre compte en banque est dans le rouge. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que pour que votre entreprise, votre cabinet prospère, soit confortable, l'oxygène, c'est la trésorerie. C'est vraiment le truc le plus important. À la rigueur, que le cabinet soit pas rentable mais que vous soyez plein de trésorerie, c'est mieux que d'avoir un cabinet rentable mais manquer de trésorerie. Alors, on va regarder quelle est la définition de la trésorerie. Elle est très simple. En fait, c'est l'argent disponible qu'il y a sur vos comptes à un instant T, ni plus ni moins. C'est-à-dire, c'est l'argent que vous avez sur votre compte courant pro, sur votre livret pro. Et en fait, c'est les flux entrants et les flux sortants qui sont sur vos comptes courants et sur vos livrets pro. Donc, en fait, la trésorerie, c'est vraiment l'argent disponible qu'il y a sur vos comptes et ce n'est pas le résultat net ou le bénéfice. Et quelquefois, on peut confondre entre les deux. Donc, voyons un peu l'anatomie des flux dans un cabinet dentaire. Il y a ce qui rentre et il y a ce qui sort. Et c'est ce décalage-là entre les entrées et les sorties qui va tout changer. Les entrées, c'est quoi? Les entrées, c'est les règlements patients, que ce soit les cartes bancaires, les espèces, les chèques, les virements. Ça, c'est les règlements patients. Ensuite, les entrées, ça va être tous les remboursements CPAM. On va avoir un délai de 3 à 7 jours, mais il pourrait y avoir des délais supérieurs et on va voir que ça va avoir un impact sur la trésorerie. Les remboursements mutuels, si vous faites du tiers payant et que les mutuelles vous payent directement. Là, le délai est variable et ça, c'est une vraie cause de manque de trésorerie. On peut très bien travailler, envoyer la feuille de soins à la mutuelle pour se faire payer et que la mutuelle nous paye dans 2 mois. Et là, on voit que, ben, on va voir que il va falloir payer des choses, il va falloir payer des fournisseurs, mais que la mutuelle ne nous a pas payé. Donc ça, ça fait partie aussi des entrées. Ensuite, les entrées, ça va être les paiements en plusieurs fois. Par exemple, le patient qui vous laisse 3 chèques et qui vous dit, ben, on va encaisser sur 3 mois. Ça aussi, on va voir que potentiellement, ça peut être un problématique. Et puis, c'est les honoraires, les entrées du cabinet, c'est aussi les honoraires rétrocédés par le collaborateur ou les collaborateurs. Donc ça, c'est les entrées du cabinet, c'est l'argent qui va être collecté par le cabinet. Et en face de ça, on va avoir les sorties du cabinet. C'est toutes les charges du cabinet, qu'elles soient fixes ou variables. Donc on a déjà les charges salariales qui vont tomber au 15-20 du mois, plus les salaires qui vont tomber entre le 25 et le 2 du mois. Donc ça, c'est les charges salariales. Ensuite, il y a les charges URSSAF qui sont payées soit trimestriellement pour certains, soit mensuellement. Ensuite, il y a le loyer du cabinet qui va tomber tous les premiers du mois. Ensuite, il y a tous les fournisseurs, les prothésistes, les consommables, il y a tous les abonnements, les Doctolib, les logos, les licences, tout ce que vous pouvez avoir. Ça va être des sorties. Et puis, vous allez avoir les remboursements d'emprunts et de leasing. Et donc, on va voir dans la trésorerie, en fait, ce qui va se passer, c'est que les sorties, finalement, sont prévisibles. Les charges salariales, on sait quand ça tombe. Les charges d'URSSAF, on sait quand ça tombe. Le loyer, on sait quand on a à le payer. Par contre, ce qui est plus aléatoire et étalé, ça va être les entrées. Il y a des patients qui vous payez tout de suite le soin que vous allez pouvoir encaisser. Il y a des patients qui vont vous faire décaler le chèque. Il y a des mutuelles qui vont vous rembourser à 2 mois. Il y a des patients qui vont vous demander de payer en plusieurs fois. La plupart du temps, les honoraires rétrocédés par les collaborateurs, ça tombe normalement à période fixe. Mais vous voyez que d'un côté, les sorties, eh ben, c'est souvent fait par prélèvement et on sait au jour que ça tombe. Et les entrées peuvent être donc aléatoires et étalées. Et on peut juste ajouter que les sorties,
Les sorties parfois ne sont pas forcément prévisibles. Exemple, votre comptable ne vous a pas forcément tenu au courant de la date de prélèvement des URSSAF, du rattrapage d'URSSAF ou des impôts. Et là, vous avez un gros prélèvement qui tombe et qui plombe votre trésorerie. Donc, c'est vraiment ce décalage qu'il faut réussir eh bien, à gérer grâce à votre trésorerie. On va se remettre. J'ai fait une mauvaise manip. On va se remettre sur le. Hop, Attends, vas-y. je vais aller chercher. Hop. On va se remettre sur. Non, non, il a été enlevé complet. Ah, ok, alors, c'est ça. Et là. Hop. Attends, tu peux sortir. Hop, pardon. Mauvaise manip. Là, tu vas la voir alors. Là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop. Voilà. Est-ce que. Alors, on va se retourner. Voilà, parfait. Alors, il faut qu'on se retourne. Là, vous ne le voyez pas. Désolée, hein, ça va prendre 2 petites minutes et on va revenir dessus. Là, voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Chloé, tu peux nous confirmer que tu le vois bien? Voilà, on était là à la suite. Ok. Donc, la trésorerie, elle est différente du résultat net. On le précise parce que parfois, on a des cabinets que l'on accompagne qui le savent très bien et d'autres qui ne le savent pas réellement, hein. Donc, c'est vraiment important de se dire, OK, je facture par exemple 45 000 € ce mois-ci, mais ce que j'encaisse réellement en banque, ça va peut-être être 28 000 €, hein. Donc là, il faut se dire, OK, finalement, dans mon budget de trésorerie, si j'en ai un, ou en tout cas dans mon estimation de ce que je vais avoir à la fin du mois, ce sera peut-être pas 45 000, mais peut-être 28 000 parce qu'on aura bien accepté des paiements en plusieurs fois. Et ensuite, en fait, il y a une différence aussi entre les charges déductibles, qui sont par exemple les amortissements qu'on calcule dans un résultat net, que peut-être votre comptable vous a expliqué lorsqu'il vous a présenté le bilan, de cet amortissement qu'on ne sort pas en cash, hein. Donc en trésorerie, il n'y a pas de sortie ici. Donc là, on voit aussi une différence. Et après, concernant l'emprunt et notamment le capital de l'emprunt, donc dans le résultat net, on ne prend pas en compte ce capital de l'emprunt, on prend que les intérêts. Et dans la trésorerie, on décaisse réellement le remboursement d'emprunt et notamment le capital, là par exemple dans notre exemple de 3 200. Et puis ensuite, après, il peut y avoir des cotisations. Voilà. Euh, alors, Donc, les quatre causes de tension de trésorerie en cabinet dentaire. La première cause de tension de trésorerie, c'est les encaissements qui sont décalés. À chaque fois que vous accordez à votre patient de payer en plusieurs fois, à chaque fois, vous mettez à mal votre trésorerie. Voilà, vous lui faites un vrai cadeau au patient, mais vous ne faites pas un cadeau, vous allez souffrir parce qu'il va y avoir des choses à payer. On a vu que les sorties d'argent étaient quelque chose d'assez fixe. Et donc, c'est vous qui allez faire finalement la banque, mais vous n'êtes pas une banque et vous allez souffrir au niveau de trésorerie. Donc, ça peut être les patients qui vous payent en plusieurs fois. Ça peut être la CPM qui va mettre 3 à 7 jours à vous payer. Alors 3 à 7 jours, ça va quand même assez vite. Mais par contre, ça peut être des mutuelles qui vous mettent 2 ou 3 mois à vous payer. Alors là, par contre, c'est un vrai problème parce que 2 ou 3 mois sur des mutuelles qui doivent vous payer alors que vous avez réalisé la prothèse et vous allez devoir payer votre prothésiste, ça va faire mal dans la trésorerie. Et après, tous les paiements fractionnés, les patients échelonnés qui vont payer jusqu'à 12 fois, ça, c'est aussi problématique. L'encaissement décalé, par exemple, ça va être, l'encaissement décalé, ça va être, par exemple, si vous faites de l'orthodontie invisible, ça va être quelque chose où le patient va payer peut-être au semestre ou peut-être tous les mois, mais vous, l'achat des gouttières et payer les gouttières, il va falloir les payer le mois suivant. Donc si le patient, je ne sais pas, si vous faites payer 4 000 € de traitement d'orthodontie invisible que vous divisez en 10 fois, c'est-à-dire 400 € par mois, mais que vous avez une facture d'orthodontie invisible de 1 500 €, ben vous voyez bien que le premier mois, vous allez encaisser 400, mais vous allez donner au fournisseur
1 500 euros. Et donc, vous avez un décalage de trésorerie qui est de 1 100 euros. Vous allez sortir pour 1 100 euros d'argent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a des problèmes de trésorerie essentiellement. Ensuite, la deuxième cause, c'est des grosses échéances concentrées. Donc, si on ne fait pas de provision, si par exemple vous êtes non pas mensualisé, mais si au niveau de l'URSSAF, si au niveau de l'URSSAF, vous êtes prélevé tous les trimestres. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que si vous ne provisionnez pas tous les mois un peu d'URSSAF, quand arrive la mensualité de l'URSSAF au trimestre, ça fait une grosse charge qui n'est pas prévue. Et à ce moment-là, vous plombez votre trésorerie. Donc c'est pareil avec la Carchidan. Bon, les loyers, normalement, tous les mois. Mais moi, j'ai vécu à un moment donné, j'étais locataire et le loyer était prélevé par trimestre. Donc, il fallait que tous les mois, je provisionne une partie de mon chiffre d'affaires pour payer le loyer, parce que si je ne faisais pas ça et si je pensais que j'étais très large en trésorerie, ben, au moment où il fallait que je paye le trimestre, ça faisait une grosse sortie d'argent. Les salaires, ça c'est tous les mois. Les échéances de leasing, c'est tous les mois. Donc, attention, quand vous avez des échéances comme ça, qui ne sont pas lissées, mais qui sont groupées, il faut absolument que vous fassiez la provision. Ensuite, le troisième point qui va vous coûter sur la trésorerie, et là aussi sur le résultat net en même temps, en fait, c'est tous les investissements qui sont mal calibrés. Les fauteuils, scanners, les travaux, les leasing engagés. En gros, qu'est-ce qui se passe? J'installe un nouveau cabinet, je me fais plaisir, j'achète des nouveaux fauteuils, le scanner, tout le matériel dernier cri, sans vraiment avoir fait un prévisionnel et un calcul de rentabilité de tous ces investissements. Et ensuite, quand il faut payer, eh ben, en fait, ça met à mal ma trésorerie. Et le quatrième point qui cause la tension de trésorerie, c'est ben, quand on n'a pas de matelas de sécurité. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va vous raconter à la fin du webinaire avec Fanny, c'est qu'il vous faut un matelas de sécurité avec la trésorerie ben, pour prévoir les congés. Parce que là, par exemple, pour ceux qui vont s'arrêter au mois d'août, c'est zéro entrée d'argent, mais c'est des sorties d'argent. Donc attention, ça va mettre à mal la trésorerie. C'est tous les no-shows et euh, tous les taux d'occupation fauteuil très bas, où on ne produit pas d'argent. Voilà, et puis après, ça va être le renouvellement de matériel et tout ça. Donc, on va vous parler aussi de l'importance d'avoir un matelas de trésorerie. Alors, voici donc les 5 signaux qui vont vous permettre de savoir si vous pilotez bien ou non votre trésorerie. Donc, si vous vous reconnaissez dans deux des situations ou plus, c'est que ça signifie que votre trésorerie, plutôt, elle est subie et elle n'est pas vraiment pilotée. Donc, première situation, vous découvrez votre solde le 20 du mois, hein. C'est un exemple 20, bien sûr, mais c'est pour se dire qu'on regarde finalement le compte bancaire 1 ou 2 fois par mois seulement, et ce qui vous empêche d'avoir une vision anticipée. Deuxième situation, vous payez l'URSSAF avec le chiffre d'affaires du mois en cours. Donc, ça signifie qu'il n'y a pas eu de provisionnement de cette URSSAF, et ce qui met à mal votre trésorerie. Troisième situation, vous mélangez quelquefois compte perso et compte pro. Donc, on l'a vu parmi certains clients, quelquefois, notamment quand on est en BNC, on peut mélanger un petit peu les dépenses perso avec le compte pro, et ça fragilise forcément la trésorerie de votre compte professionnel. Quatrième situation, vous ne savez pas combien de jours de charge vous pouvez tenir. C'est-à-dire que normalement, on estime qu'il faut tenir au moins 1, 2 à 3 mois de charge pour pouvoir être tranquille. Donc le coussin correspond à ces 1, 2 ou 3 mois de charge. Et là, finalement, on n'a pas vraiment fait le calcul. Donc la marge de sécurité, elle est inconnue. Et cinquième situation, finalement, vous avez à la fin d'année les régularisations d'URSSAF, par exemple, et d'impôts qui tombent. Qui tombent, ça veut dire que l'État le sait, hein, c'est prévu pour lui, mais ce n'est pas forcément prévu pour vous. Votre comptable ne vous a pas forcément tenu au courant. Et tout d'un coup, vous avez des gros prélèvements qui passent et qui fragilisent complètement votre situation financière. Alors, on va attaquer la troisième partie. Quels sont les leviers pour améliorer sa trésorerie? Le premier levier, c'est accélérer les encaissements. En fait, il y a deux grands leviers. C'est on accélère les encaissements et on retarde les décaissements. Ça va être ça. Donc, accélérer les encaissements, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire le délai entre les soins et l'argent qu'on va mettre en banque.
J'insiste bien avec l'argent qu'on va mettre en banque. C'est-à-dire que si vous me dites, non, mais moi, en fait, entre le délai du soin et l'argent, le chèque que me donne le patient et que j'ai au cabinet dentaire, c'est uniquement, c'est instantané, ça ne marche pas dans le sens où l'argent, si vous avez un chèque qui est un chèque tiroir qui n'est pas mis à la banque, ça ne fait pas de trésorerie. Donc, j'insiste bien, on accélère les encaissements, c'est-à-dire qu'on accélère en fait la remise de l'argent à la banque. Donc, le patient, vous faites les soins et il paye. Carte bancaire, ça va directement. Hop, je vois Fanny qui fait une petite manip. Carte bancaire, ok. Carte bancaire, ça va directement dans la banque ou le chèque, ben, on fait des ententes financières et on s'arrange pour que les ententes financières soient favorables à notre trésorerie. Donc, ça veut dire que si j'ai un devis à 4 000 € et que le patient veut me payer en 3 fois, mais que moi, les soins, je vais mettre 15 jours à les réaliser, ben, je vais demander au patient de commencer à régler avant de commencer les soins. Et je vais commencer les soins au moment où je vais encaisser le troisième chèque, ou juste avant d'encaisser le troisième chèque. Et donc, j'aurai déjà encaissé 2 chèques, et ensuite, je fais les soins. Parce que si je fais l'inverse, je diminue la vitesse de mes encaissements et je mets à mal ma trésorerie. Ensuite, il y a maîtriser tous les décaissements. Donc, pour améliorer sa trésorerie, le premier travail, c'est de regarder où est-ce qu'on dépense l'argent. Ça paraît tout bête, mais se poser pendant 1 heure ou 2 heures, éplucher tous ses comptes bancaires et regarder toutes les lignes de ses relevés bancaires pour savoir où part l'argent. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, avec ça, il faut lisser et anticiper toutes les sorties d'argent. Si vous faites une super année, dites-vous bien que l'année suivante, vous allez être rattrapé par l'URSSAF. C'est-à-dire qu'il faut avoir provisionné de l'argent pour pouvoir payer cette URSSAF-là qu'on va payer un an après. Donc, on ne doit pas se dire, OK, j'ai fait une super année, c'est bon, je peux prendre l'argent pour moi perso et dépenser cet argent. Non, parce qu'il y a une partie de l'argent qu'il faut mettre de côté pour payer l'URSSAF plus tard. Ensuite, il faut optimiser son BFR. Le BFR, Fanny, est-ce que tu veux expliquer ce que c'est? Donc le BFR, votre comptable vous en parle souvent. En fait, ça correspond aux besoins de cash que vous avez et le besoin de cash entre le moment où vous allez stocker des fournitures, des implants, des prothèses, vous allez avoir donc les créances des patients, donc l'argent qu'on vous doit, moins l'argent que vous devez. Donc en fait, on verra tout à l'heure, la définition du BFR correspond réellement à votre besoin de cash entre les délais paiement fournisseurs et les délais paiement patient. Voilà, on reviendra, tu Oui, redonneras un exemple, mais typiquement, c'est quoi? Et on va revenir dessus. Typiquement, c'est quoi? C'est un patient chez qui vous faites de la prothèse. Le patient vous paye à 1 mois et demi. Vous devez payer le prothésiste à 1 mois. Vous avez 15 jours de BFR ou ça, c'est pas bon parce qu'en fait, vous allez faire l'avance. C'est ça le besoin en fonds de roulement. Inversement, si vous faites la prothèse, que le patient vous paye tout de suite à J0 et que vous payez le prothésiste à J+30, et bien là, vous avez 30 jours bénéficiaires en fonds de roulement. En fait, c'est ça le c'est fonds de ça, et roulement. c'est ce qu'on appelle le BFR négatif ou finalement le fonds de roulement. Vous avez plus de fonds que de besoin de fonds. Voilà. Et ensuite, le dernier point, tu veux le parler? En parler, Fanny? Dernier point, en fait, c'est le pilotage de votre activité avec des tableaux de bord. On ne peut pas piloter comme ça au doigt mouillé son activité. On doit vraiment avoir des tableaux qui suivent plusieurs indicateurs qu'on verra tout à l'heure pour que vous ayez en fait une vision et du chiffre d'affaires que vous allez rentrer et de la manière dont vous allez le faire, c'est-à-dire de la rentabilité de votre heure produite et également eh bien, des taux d'acceptation des devis qui vont permettre de vendre un petit peu plus et derrière aussi, un budget de trésorerie qui vous permette de savoir eh bien, les encaissements que vous allez eh bien, faire rentrer, notamment sur le mois, mais aussi sur les mois à venir jusqu'à la fin de l'année.
Comme ça, vous pouvez aussi dormir tranquille et vous dire, OK, je sais que je vais avoir des pics d'encaissement à ce moment-là. Si j'ai des dettes, à la limite, soit je les paye maintenant, soit je mets de côté sur un compte d'excédent. Et si je vois que j'ai un pic de prélèvement, eh bien, je vais faire en sorte soit de décaisser mon excédent, soit de négocier un petit peu plus les délais ou de faire en sorte eh bien, de faire rentrer un petit peu plus de chiffre d'affaires à ce moment-là pour pouvoir, ou de demander un paiement de ce gros prélèvement étalé pour que vous puissiez eh bien, ne pas être dans des difficultés de trésorerie. Hein, donc tout ça, ça se pilote. Il faut toujours penser que l'anticipation va vous permettre finalement d'être fort dans votre gestion de trésorerie. Donc, le levier numéro un, ce dont je parlais juste avant, le levier numéro un, c'est augmenter, accélérer les encaissements. Donc, encaisser les acomptes dès le plan de traitement. Donc, si vous avez une politique d'entente financière où à partir du moment où le devis est signé, vous prenez par exemple 50% d'acompte à la signature et le solde à la pause, en fait, vous voyez là que vous faites de la trésorerie. Vous prenez de l'argent avant d'avoir à payer vos fournisseurs. Et c'est ça, en fait, avoir de la trésorerie. Et c'est complètement différent que de faire les soins, ensuite de discuter avec le patient de comment il va payer, qu'il vous raconte, ben, je vous paye en 3 fois, c'est-à-dire en 3 mois, et que vous avez toutes les charges à payer. Donc, paiement à la séance et pas à la fin du traitement, c'est le deuxième point. Je vois beaucoup quand on accompagne les cabinets avec Fanny, ce qu'on voit beaucoup, c'est les dentistes finalement qui font quelques soins. Le patient vous demande, ben, je vous paye à cette séance, et le dentiste fait, non, non, vous me payerez à la prochaine séance. Et le patient repart et il va revenir à la fois d'après, et à la fois d'après, oui, à la fois d'après, il va payer les 2 séances. Mais vous voyez ce décalage-là, si vous multipliez par le nombre de patients, ça fait que l'argent qu'on vous doit n'est pas rentré à la banque. Alors oui, bien sûr, les patients vont vous payer, mais ça fait un décalage de trésorerie importante. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vérifier tous les rejets CPAM chaque semaine. Alors, chaque semaine, il faut se mettre avec les relevés CPAM et voir si la CPAM vous a payé vraiment ou s'ils sont en décalage. Ça, c'est vraiment du cash qui est bloqué. Même chose avec les mutuelles. Il faut absolument que les mutuelles vous payent le plus rapidement possible. Ensuite, il faut avoir un système de paiement étalé en 3 fois, en 6 fois, en 10 fois, sans frais ou avec un petit peu de frais. L'idée, bah, vous allez voir que bien sûr, ça va augmenter le taux d'acceptation parce qu'un patient qui spontanément peut payer en 10 fois bah, va être plus à même d'accepter un traitement qu'un patient qui doit payer tout d'un coup. Et le patient, lui, il va payer en plusieurs fois, mais vous allez encaisser 100% tout de suite. Donc ça, c'est hyper positif pour votre trésorerie. Et un des partenaires avec lequel on travaille, c'est CSP, Club Santé Premium. Et en fait, ça, c'est un partenaire qui vous... Il faudrait couper les micros, s'il vous plaît. Et donc, ça, c'est un partenaire qui vous permet de mettre ça en place dans votre cabinet et qui permet d'améliorer votre trésorerie. Et puis enfin, le dernier point, c'est plus de plans de traitement acceptés. Alors ça va avec l'autre point qui est au-dessus, mais plus vous allez travailler votre taux d'acceptation de vie, plus vous allez avoir de devis acceptés si l'agenda est bien géré, si les ententes financières sont claires et bien gérées. À ce moment-là, ça va vous faire plus de chiffre d'affaires à encaisser. Donc ça, c'est 5 points qui vous permettent d'augmenter la trésorerie en augmentant les recettes. Le deuxième point, c'est maîtriser les décaissements. Donc, négocier les délais fournisseurs. Vos fournisseurs, est-ce que vous les payez tout de suite à J0 ou est-ce que vous avez négocié de payer les fournisseurs à 30 jours? Donc souvent, si vous demandez à payer les fournisseurs à 30 jours et que vous payez vraiment à 30 jours, c'est quelque chose qui est plutôt accepté. Donc négocier des facilités avec vos fournisseurs et les matériaux dentaires et les fournisseurs dentaires pour pouvoir payer à 30 jours et ne payez pas les factures tout de suite. Pareil sur les implants. Si vous achetez 50 implants parce que vous posez 50 implants à l'année, mais que vous payez les 50 implants en 3 mois, c'est une erreur de gestion et de trésorerie. Si vous mettez 12 mois pour générer le chiffre d'affaires de la pose de 50 implants, vous devez payer ces 50 implants sur 12 mois. Parce que sinon, vous sortez de la trésorerie. Et vous augmentez votre BFR. Exactement.
Donc, synchronisez les règlements fournisseurs après vos pics d'encaissement. Et là, on parle de 30 à 45 jours, mais ça peut complètement être 60 jours aussi, hein. Et ensuite, la deuxième partie, c'est lisser les charges fixes. Mon conseil, c'est de mensualiser l'URSSAF. Payer l'URSSAF. De toute façon, l'URSSAF, il faut le payer. Alors, autant payer l'URSSAF mensuellement. On a des mensualités qui tombent et on sait que ça va tomber comme les loyers, plutôt que d'attendre un trimestre parce que il se peut que, eh ben, sur un mois, on ne fasse pas l'effort de provisionner l'URSSAF et quand arrive le prélèvement trimestriel, ça fait un gros trou dans la trésorerie. Et après, les autres, de toute façon, c'est tous les mois. Et évitez, quand vous avez comme ça les grosses charges, les charges fixes, les grosses charges fixes qui tombent, évitez de tout régler d'un coup en début de mois. Étalez, payez-en une partie le 5, une partie le 15, une partie le 25. L'avantage, c'est que votre chiffre d'affaires, l'encaissement de votre chiffre d'affaires se fait au fil du temps aussi. Et là, on vous donne un exemple d'une répartition idéale des décaissements. Donc, par exemple, vous payez le loyer le premier du mois, ensuite les URSSAF mensualisés le 15 du mois, les salaires et charges sociales le 25 et les fournisseurs et tous les autres fournisseurs le 30. Comme si ça vous permet de rentrer des recettes et du cash entre chaque paiement et de ne pas avoir une trésorerie qui vacille à certains moments. Et donc là, on revient sur ce fameux BFR qui est en fait le matelas de cash que vous avez besoin et qui est souvent immobilisé. Immobilisé par quoi? Bah, tout simplement par vos stocks, hein. Comme disait tout à l'heure Cyril, vous pouvez très bien acheter des implants en avance et puis pas forcément l'utiliser sur le mois, mais l'utiliser sur 12 mois. Ça va être un stock qui va vous coûter en BFR et qui va finalement s'ajouter aux créances des patients. Donc les patients qui vont payer sur un mois, 2 mois, 3 mois, et puis aussi aux sommes que vous devez recevoir de la CPAM. Et donc ces deux-là s'ajoutent pour finalement créer une différence avec les dettes fournisseurs. Et si vous avez plus de stocks immobilisés de créances que de dettes, eh bien là, vous générez un BFR. Et le BFR, c'est coûteux. Et on conseille fortement, quand on accompagne les cabinets, de réduire ce BFR pour que vous ayez finalement un fonds de roulement et pas un BFR, un besoin en fonds de roulement. Donc le matelas de cash. Hein, donc, il faut retenir, juste pour comprendre aussi, que la formule, en gros, c'est stock plus créance moins les dettes fournisseurs. Et plus on le réduit, et mieux, eh bien, vous avez une tranquillité d'esprit grâce au cash que vous avez sur votre compte en banque. Donc là, ce qui est important de retenir, c'est alors vraiment l'idée majeure, c'est éviter les stocks. Plus vous faites de stock, plus vous sortez de la trésorerie. Alors, si vous faites le stock d'une année et que vous payez sur une année, ok, ça marche. Mais si vous faites le stock d'une année et vous vous dites, bon, ok, je ne sais pas, je vais utiliser X boîtes de gants et je deal avec un fournisseur dentaire d'acheter une grande quantité de gants pour avoir un prix inférieur, mais que vous devez payer ce stock-là en 3 mois, ça, c'est très, très mauvais pour votre trésorerie. Le tableau de bord de trésorerie, donc ça, on devrait tous l'avoir. Il y a trois indicateurs qu'un cabinet devrait vraiment suivre. C'est l'encaissement du jour. Donc ici, vous avez, alors on l'a fait à la semaine, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Vous avez les encaissements patients. Ensuite, vous avez les remboursements CPAM et mutuels. Donc c'est ce qui est en vert, c'est ce qui va être euh, rentré dans le compte en banque. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qui est en rouge, c'est tous les salaires, charges, toutes les charges fixes, pardon. Et donc, toutes ces charges fixes, bah, la semaine 1, vous en payez certaines, la semaine 2, d'autres, la semaine 3, d'autres, la semaine 4, d'autres. La semaine 5, ça va être la même chose que la semaine 1, normalement, puisqu'on a changé de mois, et ainsi de suite. Et donc, en faisant addition, soustraction, on a la trésorerie. Donc là, rien à voir, encore une fois, avec le résultat comptable, parce qu'on ne parle pas d'amortissement, on n'inclut pas à l'intérieur les amortissements. C'est juste qu'est-ce qui a été encaissé à la banque, moins les chèques qu'on a fait, les virements qu'on a fait, les cartes bancaires qu'on a fait, ouais, l'argent qui est sorti, et on a notre solde de trésorerie. Et ça, on doit le suivre à chaque semaine. Donc ça, c'est le premier indicateur qu'on doit suivre. Le deuxième indicateur qu'on doit suivre, c'est le taux d'acceptation des plans de traitement. Le taux d'acceptation des plans de traitement, s'il est à 50%, il faut aller viser les 70% des devis présentés acceptés. Plus vous travaillez votre taux d'acceptation de plan de traitement, plus vous avez un taux qui est élevé
Et encore une fois, si l'agenda est bien paramétré, si les ententes financières sont bien paramétrées, si vous avez un bon taux d'acceptation à 70%, vous verrez que les problèmes de trésorerie vont être beaucoup moindres pour ceux qui en ont. Et le dernier point, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres indicateurs qu'on peut suivre, mais le troisième point qu'il faut suivre, c'est le taux horaire facturé. C'est-à-dire que c'est le chiffre d'affaires produit dans la journée divisé par le nombre d'heures au fauteuil. Et ça, ce taux horaire, je pourrais le dire autrement, je pourrais dire aussi, est-ce que vous savez par fauteuil combien chaque fauteuil par jour doit rapporter pour couvrir les frais fixes? Et souvent, on ne connaît pas ça. Mais quand vous connaissez ce chiffre-là, vous pouvez structurer votre planning pour que une journée de travail vous couvre au moins les frais fixes du cabinet. C'est un minimum, hein, c'est au moins les frais fixes. Mais en fait, c'est les frais fixes plus les frais variables, plus ensuite votre salaire à vous. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Et ça, c'est des choses qu'on travaille avec GAD Consulting dans les cabinets dentaires qu'on accompagne. On calcule tous les taux horaires de tous les dentistes et on voit comment on peut les faire progresser en termes d'organisation. Et donc, ce que vous voyez comme tableau, c'est un exemple dans les grandes lignes d'un budget de trésorerie. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous puissiez nous partager dans le chat qui dispose d'un budget de trésorerie parmi vous, hein, pour qu'on puisse regarder ensemble la stat et voir à quel point eh bien, vous pouvez piloter et bien anticiper tous les prélèvements qui vont arriver. Donc, un autre point qui peut avoir un impact sur votre trésorerie, en fait, c'est est-ce que vous travaillez en BNC, en CELAR? Alors, j'ai déjà fait des webinaires dessus que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes qu'on a chez GAD. Donc, je vais faire très, très court et peut-être c'est des rappels pour certains, peut-être ça va être une découverte pour d'autres, mais là, j'ai vraiment fait très simple sur BNC, CELAR. En BNC, en fait, c'est de la comptabilité très simple, c'est recettes moins dépenses, tout ce qui reste c'est considéré comme votre salaire. Et comme c'est considéré comme votre salaire, vous êtes taxé dessus. Taxé à l'URSSAF, taxé à la Carchidan, taxé à l'impôt sur le revenu. Et donc, on ne peut pas considérer en BNC que ce qui reste, c'est de la trésorerie. En fait, c'est de votre salaire. Donc, ce qui se passe, c'est que en BNC, à chaque année, on repart avec une trésorerie à zéro. En gros, c'est ça l'idée qu'il faut retenir. Si vous travaillez en CELAL, vous allez déterminer un salaire, vous, qui est complètement différent du résultat ou du bénéfice que vous pourriez faire. Donc, vous déterminez un salaire, vous allez être imposé à l'URSSAF, à la Carchidan et à l'impôt sur le revenu sur ce salaire-là. Mais le bénéfice qui va rester à la société va être soumis, lui, uniquement à l'impôt sur les sociétés. Et donc, ça reste de la trésorerie. Ça s'appelle de la véritable trésorerie. Et une fois que vous avez cette trésorerie-là, à la fin de l'année, vous allez pouvoir arbitrer si vous allez prendre des dividendes sur cette trésorerie ou bien laisser la trésorerie pour pouvoir investir ou vous faire un matelas de trésorerie comme on va le voir un peu plus loin. Donc, quelles sont les 3 actions que vous pouvez mettre en place dès demain matin? La première action que vous pouvez mettre en place, c'est créer un compte de réserve séparé. Donc, le compte de réserve séparé, c'est vraiment vous envoyer de l'argent sur ce compte qui va faire votre trésorerie de sécurité. Et idéalement, vous versez chaque mois 10% de vos encaissements bruts. Donc, vous prenez vos encaissements, 10%, vous l'envoyez sur ce compte-là, on ne doit pas y toucher. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez mettre en place, c'est un suivi hebdomadaire. Donc, vous construisez un budget de trésorerie comme vous a montré Fanny, et avec les entrées et les sorties. Et tous les lundis, 15 minutes, avec une assistante, une personne qui gère les Office factures, manager. un office manager. Alors, c'est un peu pour les cabinets un peu plus gros, hein. Mais sinon, ou vous tout seul, si vous gérez tout seul. Mais vous faites un suivi hebdomadaire de ce qui va se passer la semaine ou ce qui va se passer la semaine d'après, et vous regardez les entrées qui sont prévues, les sorties qui sont prévues, et à ce moment-là, vous décidez est-ce que je peux payer ou pas mes factures pour pas être dans le rouge au niveau de la banque.
Et le dernier point, la dernière action que vous pouvez mettre en place, c'est négocier les délais avec vos fournisseurs. Cette semaine, vous pouvez appeler vos fournisseurs en disant, ben voilà, est-ce que ça t'embête si je passe à 30 jours, 45, 60 jours de règlement? La plupart du temps, alors plus les fournisseurs sont gros, plus la plupart du temps la réponse va être oui, même si ils vont peut-être aller, mais ils vont pas faire grand-chose. Ce qui est plus embêtant, c'est quand vous avez des tout petits fournisseurs qui, eux aussi, il faut se mettre de leur côté, peuvent aussi avoir des problèmes de trésorerie. Bah, eux, en fait, ils vont réfléchir comme vous. Ils veulent encaisser le plus vite que décaisser. Et donc là, il faut faire un peu plus attention avec les petits fournisseurs. Alors, quelle est la trésorerie de sécurité de votre cabinet? Donc, on imagine que vous avez un CA de 300 000 euros. Dans ces cas-là, on part sur cette base de charge fixe à 18 000 euros, on cible bien 54 000 de réserve, hein. Donc, on va multiplier par 3. Si vous avez un cabinet qui fait un CA de 500 000 euros, dans ces cas-là, la charge fixe estimée est à peu près à 30 000 euros et il faudra essayer de prévoir une réserve de 90 000 euros. Et si vous avez un CA plus conséquent à 750 000, par exemple, on imagine les charges fixes aux alentours de 45 000 euros et on imagine donc cette cible de 3 mois de réserve à 135 000 euros. Donc vous avez compris la logique, peu importe le chiffre d'affaires que vous avez. Et après, vous pouvez poser la question, mais très bien, comment est-ce qu'on atteint en fait cette réserve? Eh bien, c'est un petit peu comme dans votre compte perso. En fait, vous prenez un taux de référence, par exemple 10% de vos encaissements bruts chaque mois, et vous les virez directement sur votre compte d'excédent, qui va finalement bien, être votre coussin d'air un petit peu, hein, d'oxygène pour faire vivre votre réseau, et qui permettra bien, de payer les imprévus ou les moments où vous allez peut-être partir en vacances et vous aurez moins de chiffre d'affaires. Donc, la dernière partie, c'est placer sa trésorerie. Peut-être ici, il y en a qui ont écouté le webinaire, qui sont pleins de trésorerie. Et ça existe, hein, on accompagne des cabinets qui ont beaucoup, beaucoup de trésorerie. On les accompagne sur d'autres problématiques autres que la trésorerie. Et cette trésorerie-là, cette trésorerie excédentaire, ne la laissez pas dormir sur un compte courant à 0%. Donc, vous avez d'abord trois poches. Vous avez la première poche qui est la poche de sécurité. La poche de sécurité, c'est quelque chose qui peut être mobilisé tout de suite. Donc ça va être sur livret, ça va être sur les comptes à terme. C'est des choses qui rapportent pas beaucoup d'argent, mais c'est zéro risque, c'est mobilisable tout de suite. Donc on a vu, j'ai oublié les chiffres, 54, 135, voilà. Ça c'est pour la poche de sécurité. Ensuite, vous avez la trésorerie qui est de court terme. Donc là, on peut déjà investir sur des comptes à terme qui sont plutôt de 6 à 18 mois. Les autres comptes à terme, c'est à 3 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, c'est libéré et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez avoir des comptes titres. Voilà, peu importe. L'objectif, c'est pas d'expliquer tous les placements. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus risqué. Et là, donc là, on est sur 3 à 24 mois où on va bloquer la trésorerie de 3 à 24 mois, peut-être pour des projets futurs. Et ensuite, il y a la poche de trésorerie sur le long terme. Sur le long terme, c'est de la poche de trésorerie à 5 ans et plus. C'est de la poche de trésorerie qui va plus constituer un patrimoine personnel. Donc là, c'est sur de la défis qu'on va parler de pair. Donc là, vous voyez, on sort un peu de la trésor, on commence à placer donc cet argent-là sur des paires qui vont nous revenir, nous, ensuite en personnel. C'est de l'argent qui peuvent être envoyés dans les SPFPL, puis dans les SPFPL placés sur des comptes titres en actions. Donc ça, c'est des choses où on prend plus de risques et on fait travailler son argent pour qu'il rapporte réellement de l'argent. Et presque, on n'aurait pas besoin de cette poche-là. On se constitue un patrimoine personnel avec cette poche-là, la troisième poche. Alors, donc qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, hein? C'est pour résumer tout ce que vous avez appris, parce qu'on a parlé depuis 19 heures, donc c'est possible que vous ayez bien oublié certaines choses. Donc, les trois actions immédiates, donc, c'est ouvrir un compte de réserve séparé, construire le budget de trésorerie, donc ça, nous, on peut vous aider à le faire, on le fait pour tous nos clients, et négocier avec vos fournisseurs, négocier les délais de paiement. Trois indicateurs clés que vous devez regarder, c'est l'encaissement du jour, le taux d'acceptation des plans de traitement pour pouvoir bien l'augmenter et le taux horaire facturé.
hein, pour pouvoir se dire, OK, par exemple, aujourd'hui, je suis à 350 euros de taux horaire, eh bien, je sais que je peux optimiser ça ou ça et je vais pouvoir passer à 400 euros. Hein, donc, ça va pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires sans travailler plus. Et troisième point, donc, les règles des poches. Donc, poche 1, la sécurité de 3 mois. Poche 2, le court terme sur les projets du cabinet. Et poche 3, vraiment le long terme pour créer votre patrimoine. Donc, ce que vous avez appris aujourd'hui, c'est la trésorerie est égale eh bien, à l'argent que vous avez sur votre compte en banque et non pas au résultat net dans votre bilan. Donc, le résultat net est différent de la trésorerie. Hein, donc, il y a des différences notamment dues aux amortissements, capital d'emprunt qui créent des écarts. Il y a 4 leviers importants à retenir. Donc, l'encaissement rapide, le décaissement maîtrisé plutôt sur le long terme, le BFR qui est optimisé et le pilotage qui est vraiment très important chaque semaine. Les 3 actions que vous pouvez mettre en place déjà demain, donc on l'a vu tout à l'heure, le compte de réserve, le budget de trésorerie et puis appeler votre fournisseur. Et les règles des poches, eh bien, on les a vues tout à l'heure pour eh bien, que vous ayez un excédent de trésorerie. Donc là, on va vous partager un cas concret qui a été un cabinet finalement qui a été accompagné. Donc la personne, elle avait 10 ans d'expérience. Le cabinet était plutôt rentable sur le papier, mais il nous partageait une difficulté qui était en fait un manque de trésorerie chaque mois. Et il devait rajouter de son compte personnel tous les mois parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas d'encaissement supplémentaire. Et donc, pour vous expliquer la situation d'avant, l'accompagnement, c'était donc aucune politique d'encaissement ni d'acompte. Il avait cette personne donc un taux horaire à 280 euros après 10 ans d'expérience. Donc, ce qui peut être un peu faible, hein. En général, 280 euros, c'est plutôt pour les personnes qui ont 2, 3, 4 ans d'expérience. Ensuite, les devis n'étaient jamais relancés et il y avait vraiment un faible taux d'acceptation. Le comptable ne prévenait pas forcément les échéances d'URSSAF et d'impôts, donc c'est des grosses surprises 2 ou 3 fois par an. Et puis, il n'y avait aucun suivi de la trésorerie au quotidien. Hein, il y avait juste un suivi quand on était rappelé à l'ordre par la banque et qu'il n'y avait pas forcément assez d'argent. Et cette personne était obligée même d'emprunter pour payer ses impôts et son URSSAF. Donc, il est venu nous voir. Donc, on peut même venir nous voir quand on n'a pas une forte trésorerie. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé vraiment sur son budget de trésorerie, ses encaissements, ses décaissements. Et le résultat qu'on a obtenu après 3 mois, donc c'est des acomptes encaissés dès le plan de traitement. C'est les taux horaires qui ont été bien repositionnés à sa juste valeur, donc qui ont augmenté. C'est les devis qui ont été relancés et conséquence immédiate, taux d'acceptation augmente, hein, donc plus de chiffre d'affaires. Les échéances d'URSSAF ont été provisionnées et aussi mensualisées. Et après, le budget de trésorerie a été mis en place et suivi avec cette personne chaque semaine pour qu'elle puisse aussi bien, faciliter la compréhension financière, tout simplement, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas votre domaine de base et c'est important aussi que vous ayez une éducation financière pour mieux comprendre les chiffres, mieux savoir les piloter. Et puis bon, finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas emprunté pour pouvoir payer son URSSAF et ses impôts. Voilà, donc cette personne a gagné 26 000 euros de trésorerie, hein, grâce à tous ses efforts. Et donc aujourd'hui, eh bien, on vous propose de passer à l'action avec nous pour pouvoir travailler notamment sur 3 mois, donc 90 jours, pour augmenter votre trésorerie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse complète de votre situation financière pour regarder où vous en êtes et où est-ce qu'on peut vous amener, où est-ce que vous voulez aller aussi. On va mettre en place des règles d'encaissement durable avec vous, on va mettre en place des procédures, on va regarder comment est-ce qu'elles sont appliquées, qu'est-ce qu'elles génèrent comme conséquences financières, et on va vraiment structurer votre pilotage. Donc, le pilotage ne va pas s'arrêter forcément à la trésorerie, mais on va aussi mettre un pilotage vraiment sur le chiffre d'affaires, le taux horaire, le taux journalier, les no-shows par exemple, le taux d'acceptation des plans de traitement. Et puis, on vous donne les clés. Donc, ce n'est pas seulement une analyse, hein, mais ensuite, on vous donne les leviers, on vous donne les clés pour que vous puissiez augmenter non seulement pas vos trésoreries, mais aussi votre chiffre d'affaires, hein. C'est quelque chose de durable, ce qu'on va essayer de faire avec vous, enfin, qu'on va réussir à faire avec vous et qu'on réussit à faire avec tous nos clients. Voilà, et c'est de la mise en place et la mise en place aussi de tous les tableaux. C'est-à-dire Ouais. que tous les tableaux de suivi des différents indicateurs financiers, en fait, sont mis en place, sont fournis. Le travail, quand même, le travail à faire pour chaque participant, c'est de passer à l'action et
de remplir les tableaux et de suivre les devis, de suivre les relances. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que le participant doit faire. Mais il n'y a pas de création de tableau à faire. Tout ça, c'est fourni, mis en place, Mm. expliqué et Et ensuite personnalisé aussi. personnalisé. Oui, parce que si un cabinet est tout seul et un cabinet où il y a 4 dentistes, c'est pas les mêmes tableaux. C'est ça. Puis le budget de trésorerie, il est différent en fonction de vos charges aussi. Exactement. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Et c'est pas grave, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc là, vous avez un petit QR code. Vous pouvez juste le photographier et réserver votre créneau pour qu'on puisse échanger sur votre situation et vous proposer déjà des solutions. Vas-y. Voilà. Et juste ce qu'on entend souvent, même si les personnes sont motivées de le faire, il y a toujours des freins, et ça c'est naturel d'avoir des freins. Vos patients, quand vous leur présentez les plans de traitement, ils ont des freins aussi. Et nous, ce qu'on entend quelquefois, c'est bah, mon cabinet tourne bien, j'en ai pas besoin. Ok, mais le cabinet de l'exemple aussi, il tournait bien sur le papier, sauf qu'il y avait 26 000 qui dormaient inutilement. Donc, c'était peut-être une rentabilité, mais ça ne voulait pas dire piloter. Et piloter vous permet de récupérer du cash. On peut aussi entendre, bah, ça coûte cher, j'ai pas le budget. Nous, notre accompagnement là, sur 3 mois, il est à 6 500 € hors taxe. Et le cash que vous allez récupérer, en partie, va vous permettre eh bien, de payer cet accompagnement. Et l'accompagnement, c'est un investissement parce qu'une fois que vous l'avez mis en place, une fois que vous avez les tableaux, bah, vous les avez à vie, hein. Donc finalement, vous récupérez assez rapidement l'investissement avec le cash en plus, une partie du cash en plus que vous avez généré. Et puis, quelquefois, on peut aussi nous dire, ah, mais j'ai pas le temps de gérer ça, ou alors, bah, mon comptable le suit. Bon, réellement, quand on met tous les tableaux en place avec vous, vous avez juste à regarder 15 minutes par jour, par semaine, et à chaque fois qu'on fait des points ensemble, on le regarde ensemble. Donc, en fait, ça ne vous prend pas tant de temps que ça. Et le comptable, il ne regarde pas, hein. Il ne regarde clairement pas le compte en banque, parce que s'il regardait, il ne vous ferait pas passer des prélèvements d'URSSAF ou d'impôts sans que ce soit prévu. Donc lui, il regarde que le passé, hein. Il regarde que le bilan, le compte de résultat, mais il ne regarde pas la trésorerie. Voilà, donc Eh bien, on va on va peut-être arrêter. répondre à vos questions si vous en avez. On va arrêter le partage. Hop. Voilà. Peut-être Chloé, tu peux ouais, remettre le lien, voilà. Donc vous avez le lien Calendly en commentaire si vous voulez prendre rendez-vous. Tac, tac, tac. La prise de rendez-vous n'engage à rien, hein. On va juste faire avec vous bien, finalement une estimation de votre situation et voir ce que vous voudriez mettre en place. Donc, vous pouvez le faire librement. Alors, j'étais en train de regarder le chat. Tout le monde était un peu timide. Il n'y a pas eu trop de questions. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat si vous avez des questions. C'est avec grand plaisir qu'on répondra. Pour l'instant, pas de questions. Là, il y a Augustin qui demande le tarif de la prestation. Alors, l'accompagnement sur 3 mois, donc c'est 3 mois à raison de 2 séances tous les 15 jours, plus tous les outils qu'on met en place pour vous, il est à 6 500 € hors taxe, que vous pouvez payer en 3 mois si vous le souhaitez. Je négocie déjà votre BFR pour vous. Ah, alors Jérôme, c'est le j'ai pas le temps. Alors j'ai pas le temps. Je pense que clairement, quand vous allez gagner beaucoup plus de cash et que vous allez voir que ça vous prend, allez, juste si on compte que les séances de coaching ensemble, ça va vous prendre que 6 heures en 3 mois, plus peut-être avec 15 minutes par semaine pour regarder votre compte, ça va pas vous prendre autant de temps face à tout ce que ça va vous rapporter. Donc, je pense que le temps, on l'a vraiment quand il nous rapporte bah, du cash, quand il nous rapporte de la trésorerie, quand il nous rapporte Bah, finalement un chiffre d'affaires aussi, une compréhension du système et un chiffre d'affaires qui augmente. et puis de la sérénité, parce qu'en fait, enfin, là, on parle de cash et tout La ça, finance, mais il y en a qui a mais l'équilibre. quand le compte en banque est pas top et qu'il faut payer et que
on est en retard sur les paiements, ça manque de Mm. sérénité. On dort pas très Ok. bien. Donc oui, il y a la partie, oui, c'est bien, c'est du cash, mais c'est surtout aussi beaucoup de sérénité. Mm. Parce que quand le compte en banque, alors je ne sais pas comment est votre trésorerie à vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, mais imaginez votre trésorerie avec 100 000, 150 000, 200 000 euros sur le compte en banque tranquille. Bah, vous passez le mois d'août tranquille parce que vous savez que vous allez pouvoir payer tous les frais sans stress Mm. versus je suis un peu ric-rac, bon, bah, je pars en vacances et puis je verrai ce qui se passe à la rentrée, quoi. C'est ça. Et puis le budget de trésorerie, c'est pas vous qui le faites, c'est nous qui le faisons. Donc clairement, enfin, vous économisez énormément de temps. Et c'est pas comme si vous deviez le faire vous-même, prendre le temps de regarder ce qu'il y a sur votre relevé bancaire, essayer de comprendre, essayer de trouver des solutions. Là, en fait, on vous mâche tout ça. Donc vous gagnez énormément de temps finalement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, bonsoir. Personnellement, j'ai du mal à comprendre le matelas de trésor. Si on met 10% par mois, mais que cela sert à régler les arrêts de trésor pendant les vacances, alors si tu mets 10% par mois, ça va te servir pendant les vacances. Alors, soit tu prends beaucoup de vacances, mais ça va largement couvrir tes frais fixes pour les vacances, par exemple, du mois d'août. Parce que au mois d'août, ce qui va te rester à payer, tu vas payer tes frais fixes, mais tu n'as pas besoin, si tu prends sur une année, 10% par mois, ça va faire 120% dans l'année. Tu ne vas pas dépenser tes 120% de, tes 120% de chiffre d'affaires, finalement, tu ne vas pas les dépenser sur les vacances que tu vas prendre. Ou alors tu prends beaucoup, beaucoup de vacances. Et si c'est le cas, c'est plus de 10% qu'il faut que tu mettes, Guillaume. Donc, Tom, pour répondre à ta question pour augmenter le taux d'acceptation des devis, vous mettez quoi en place? On va donner deux exemples parmi plein d'autres, mais voici deux exemples. Tu vas avoir déjà une communication patient qui va être modifiée. On va regarder avec toi comment est-ce que tu présentes ton plan de traitement à ton patient. Comment est-ce que ton équipe présente le plan de traitement à ton patient. Et il y a toujours, et on le fait depuis 10 ans, et il y a toujours des choses à améliorer sur la manière de le faire pour que le patient, finalement, adhère plus facilement à ton plan de traitement et ait déjà plus envie, naturellement, de te dire oui. Donc, il y a un travail sur le pouvoir de conviction, un travail sur le type de communication en fonction du profil et une manière de rassurer ton patient et d'utiliser le bon langage avec lui. Et deuxième exemple, c'est le rappel des patients pour lesquels il n'y aurait pas eu d'acceptation de devis. Et ça peut répondre aussi à la question d'Augustin après, comment relancer les devis sans être agressif. Vous pouvez relancer soit grâce à des partenaires qui envoient le rappel des devis par email de manière automatique. Et c'est vous qui rédigez en fait le message, donc c'est à vous d'être très doux doux et convaincant quand vous le rédigez. Et ça peut aussi être par un appel qui est plutôt professionnel et du praticien qui souhaite prendre des nouvelles du patient pour savoir s'il va pouvoir se soigner parce que c'est important pour sa santé. Et pour compléter ça, en fait, l'augmentation du taux d'acceptation de vie passe par l'expérience patient. Donc là, c'est un vrai travail de fond, souvent des fois de remise en question complète. C'est quelle est l'expérience que vit mon patient dans le cabinet dentaire et même à l'extérieur du cabinet dentaire. Donc là, je vais aller très très vite parce que sinon, je vais vous faire un webinaire de 3 heures et demie dessus. C'est de notre positionnement digital, site internet, réseaux sociaux, à je rentre dans le cabinet, je suis dans la salle d'attente, qui m'accueille, comment est la secrétaire, comment est l'assistante, comment est le dentiste, quelles explications me sont données par le dentiste, comment je suis accompagné dans ma prise de décision et finalement la signature du devis. Et une fois qu'on m'a donné le devis, est-ce que on s'intéresse encore à moi ou finalement est-ce que j'ai juste été un numéro à qui on a donné un devis, puis finalement je signe pas, tout le monde s'en fout. Je suis un peu cash, mais c'est voilà, c'est pour être très clair. Et en fait, tout ça,
va faire que le patient va accepter ou pas le devis. Donc ça n'a rien à voir avec est-ce que le patient a de l'argent ou pas, rien à voir du tout. Pour ceux qui pensent que non, de toute façon, les patients n'ont pas d'argent, c'est pour ça qu'ils ne signent pas le devis, pas du tout. Les patients achètent des iPhones, les patients achètent plein de choses de la consommation dont ils n'ont pas besoin. Par contre, ils ont besoin de soins dentaires, mais ils n'achètent pas. Ils n'achètent pas parce qu'on ne sait pas leur parler, parce qu'on ne sait pas les accompagner et les écouter et écouter leurs besoins. Donc, pour augmenter le taux d'acceptation, c'est un vrai travail de fond. C'est pas juste une technique de je vais dire ça va signer. Et donc ça c'est quelque chose qu'on fait. Et relancer les devis sans être agressif, c'est extrêmement simple. C'est juste prendre soin du patient. On a donné un devis parce qu'il a fracturé une dent, il y a une douleur. On l'a soulagé, on lui a donné un devis. On le rappelle le lendemain, on le rappelle une semaine après pour savoir s'il a encore mal ou si la douleur est passée. Juste ça. On a une maladie paro, on a un patient qui est en train de perdre ses dents. Alors, on est d'accord, hein, les dents ne vont pas tomber demain, hein. Il est en train de perdre ses dents et on sait très bien que s'il ne fait pas le traitement de la maladie paro, dans 5 ans, dans 10 ans, ça va être catastrophique. Le rappeler pour savoir s'il a bien compris l'impact qu'a le non-soin et les dégâts que ça va faire s'il ne se soigne pas, c'est prendre soin du patient. Et c'est pas C'est pas le être commercial. forcer à signer un devis. C'est l'accompagnement dans la prise de décision du patient. Et iPhone, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, j'utilise Alma pour payer en 4 fois. Avec quelle société on peut faire du 10 fois? Le 10 fois, tu peux le faire avec CSP. Tu contactes Club Santé Premium, CSP, et tu les appelles de la part de GAD. Tu seras très bien accueilli dans l'expérience client et ils vont te mettre ça en place. Et si tu travailles avec nous, ben, en fait, l'adhésion à CSP est offerte. Oui, Club Santé Premium, il y a une adhésion et en fait, on a un partenariat avec CSP. Alors, on ne cite pas CSP parce qu'on est partenaire, on cite CSP parce que c'est des bons. Voilà, ça c'est important. Et il se trouve qu'on est partenaire. Et donc, quand tu travailles avec l'un, tu as des avantages avec l'autre. Donc, si tu travailles avec nous, tu as des tarifs réduits chez Club Santé Premium et inversement. Je regarde juste s'il y a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il nous faut une autre solution surtout. Jérôme va nous sortir quelque chose. Du 10 fois ma adresse. Oui, bah, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, exactement. Ils versent la somme totale dans les 3 jours. Donc, toi, tu as la somme et le patient est prélevé en 10 fois. Mm. Donc, ça, c'est full trésor, ça. C'était une bonne question qu'il fallait préciser, mais c'est vrai, ouais, ouais. C'est assez efficace parce que sous 3 jours, tu reçois la somme totale. Oui, mais entre. Alors, le crédit conso, oui, tu le payes. Alors, je ne sais plus quel taux c'est, mais franchement, entre payer, ne serait-ce qu'on va dire c'est un 5%, entre payer un 5% et recevoir l'argent tout de suite, ou que le patient paye en 10 fois, ou le patient ne fasse pas son traitement, Et en fait, je tiens à préciser quand même que le crédit conso, c'est à toi de choisir, praticien, qui le paye. oui. Est-ce que tu payes, toi, 50% du crédit conso, donc du taux? Est-ce que, par exemple, si c'est sur 5%, tu prends 2,5 à ta charge et tu laisses 2,5 à la charge du patient? Ou est-ce que tu laisses tout au patient? Ça, c'est ton choix à toi. Donc, en fait, peut-être que tu payes même pas le crédit conso. C'est vraiment ton choix. Pour moi, il faut éviter. Pas de tiers payant, pas de tiers payant. OK? Retenez, je le redis, pas de tiers payant. C'est très très clair. Vous faites du tiers payant, vous allez mourir. Vous faites du tiers payant, la Sécu enfin les mutuelles vont vous payer le plus tard possible.
Donc, attention, ne devenez pas dépendant des mutuelles qui vont vous régler sous 2 mois, sous 3 mois, sous 4 mois, puis vont vous demander encore des bons de livraison de la prothèse pour savoir si c'est le bon code que vous n'allez pas en finir. Donc, pour moi, non, il faut éviter. Oui, bah faut dénoncer ça. D'accord, il y a des patients qui sont détournés, tu donnes le devis, sans éclair, mais ça, vous vous battez contre ça par l'expérience patient, par votre différenciation et par ce que vous proposez comme type de dentisterie. Sinon, si vous ne faites pas ça, si vous faites du tiers payant, je vais vous dire, mais alors, vous embêtez pas avec tout ça. Parce qu'en fait, si vous commencez à faire du tiers payant et de signer tous les contrats avec les mutuelles, voilà ce qui va se passer. Vous êtes dans la pire situation. Vous êtes libéral, vous êtes entrepreneur, vous prenez tous les risques, mais vous serez des salariés, vraiment, des salariés des mutuelles. Ils vont vous payer quand ils veulent. Et vraiment, c'est vraiment pas quelque chose que j'encourage de faire. En tout cas, ça serait, mes enfants seraient dentistes, mes enfants seraient dentistes, je voudrais surtout pas ça pour eux. Ou alors, vous devenez salarié. Vous devenez salarié d'une mutuelle, vous devenez salarié d'un organisme et vous ne creusez pas la tête, et vous ne vous cassez pas la tête à être entrepreneur. Et là, vous n'avez plus de problème de trésor, c'est plus votre problème. Vous soignez, vous prenez votre salaire et c'est fini. Mais si vous signez vraiment avec des santé claires, vous verrez que au fil des années, ça sera de plus en plus dur. iPhone, je ne connais pas ton prénom, ça m'embête de t'appeler iPhone. En fait, chaque cas, Voilà. Arnold, merci Arnold. Arnold, chaque positionnement est particulier, c'est-à-dire que en plus chez GAD Consulting, on fait vraiment du sur-mesure, donc je peux pas te répondre comme ça. Voilà, il faudrait qu'on discute sur ta problématique, quels sont tes patients, quelles sont les catégories de patients que tu as. Est-ce que tu es dans une zone, comme tu dis, défavorisée, où tu as beaucoup de C2S, où tu as beaucoup de gens qui ont le tiers payant, ou je sais pas, tu vois. Et oui, forcément. Mais si ça t'embête et que tu n'es pas content avec ça, bah ça, c'est tout l'histoire du coaching qu'on fait avec Gate Consulting, te faire réfléchir sur est-ce que finalement c'est le bon endroit pour toi, est-ce que c'est là où tu veux exercer. Et peut-être que là où tu es, peut-être, je ne sais pas du tout, il faudrait qu'on discute et que j'approfondisse plus ça. Peut-être que là où tu es installé, oui, tu n'aurais quasiment pas le choix. Peut-être. Voilà. Moi, je parle juste 94. Je connais pas assez. Moi, je connais 33. Je vois à peu près où c'est 94. Euh, mais oui, faudrait analyser. Chaque cas est différent. C'est ce que je peux répondre. Ce que j'ai répondu par rapport à Santé Claire et tout ça, c'est ma vision et mes valeurs en fait de la dentisterie. Et j'ai pas envie, en tout cas moi je fais pas ce métier pour être attaché pieds et poings liés en fait au système des mutuelles qui en fait ferait de moi un salarié des mutuelles. Voilà, je fais pas ce métier pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai répondu ça en disant non, pour moi, il ne faut pas signer avec des santé claires parce que ils vont vous manger sinon, c'est sûr. Du jour au lendemain, ils décident de diviser les remboursements par deux. Ils ont rempli. Ok, donc je m'arrête Arnaud parce que tu as compris ce que je voulais dire. Mais je suis complètement 100% d'accord avec toi. Moi aussi, c'est que c'est pas évident. Ce sont des choix pas faciles à faire, avec beaucoup de peur et quelquefois des prises de risques. Est-ce qu'il y a encore une question? Eh bien, écoutez, ah, non, Ok.
C'est Chloé qui remet. Écoutez, n'hésitez pas, comme l'a dit Fanny, ça n'engage à rien du tout. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous sur Calendly pour exposer votre situation, pour avoir des infos complémentaires sur ce qu'on peut proposer comme programme et vous aider à développer le cabinet, à être plus serein, à avoir une meilleure trésorerie. C'est avec grand plaisir qu'on répondra, Fanny, Chloé. Et voilà, et puis je vous souhaite une très très belle soirée. Très très belle et fraîche soirée, si possible. Et puis au Merci plaisir de se pour votre présence. croiser un jour en présentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.